Moody's a un avantage concurrentiel large. Il est de plus en plus en croissance, mais attention, il est à nuancer dépendamment des segments d'activité. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous voulez analyser une compagnie, ne posez pas la question de savoir c'est quoi l'avantage concurrentiel. Non. On pose cette question segment par segment. OK? Parce qu'on peut avoir un avantage concurrentiel large sur un segment et un autre en décroissance sur un autre segment. Alors que le segment où l'avantage concurrentiel est en danger et de plus en plus en décroissance représente peut-être la majeure partie du business. Et c'est comme ça qu'on rate, par exemple, un segment qui est non seulement qui a un mode large, qui est peut-être de plus en plus en croissance du point de vue robustesse ici du mode, mais également du point de vue chiffre d'affaires. Donc parfois, il y a des entreprises ici qui cachent en elles des joyaux. OK? Donc, il faut faire attention, il faut regarder les business ici du point de vue. Quand on pose la question concernant le mode, il faut le faire par rapport au secteur d'activité. Je vous ai déjà montré comment le faire ici. Ceux qui ont la bibliothèque de prompt de base, vous savez comment le faire. OK? Donc, si on parle ici de Moody's, on a 3 types de modes. Actif intangible, effet de réseau et coût de changement. Ce sont les 3 modes que cette compagnie a. Concernant ici le coût de changement, et vous savez que j'adore les coûts de changement ici, ou bien les switching costs. Alors, pour le segment notation, les coûts de changement sont quasiment absolus. De nombreux mandats d'investissement institutionnel et clauses contractuelles ici d'émissions obligataires exigent explicitement une notation d'une agence reconnue par la SEC, donc le gendarme américain de la bourse ici, rendant le recours à Moody's ou S&P Global non pas une préférence, mais souvent une obligation contractuelle ou réglementaire. Pour le segment ici, MA, les coûts de changement sont plus classiques, mais tout aussi réels. Une fois que les outils de conformité, de gestion du risque bancaire et de connaissance client, les fameux KYC, intégrés ici dans les processus internes d'une institution financière, les remplacer implique une réingénierie coûteuse. Donc le switching cost est élevé. Et après, vous pouvez séparer. Vous pouvez demander, explique-moi pourquoi, avec exemple réel. Est-ce que tu peux me donner des exemples factuels d'éléments où le switching cost n'a pas fonctionné? C'est comme ça qu'on essaie de mieux comprendre les choses. OK? C'est ça qu'on essaye de faire. C'est ça qu'on essaiera d'ailleurs de faire pendant le bootcamp au mois d'octobre 2026. Comme je l'ai dit, le tarif, il est évolutif, le nombre de places est limité et à partir de la semaine prochaine, le prix sera de plus 50%. Je vous laisse ça ici, tout simplement parce que ça fonctionne. Maintenant, si on revient par rapport à cet avantage concurrentiel, on a le coût de changement. Ensuite, on regarde quoi? Les intangibles, c'est quoi? C'est le pilier le plus puissant ici, le plus rarement observé à ce niveau de solidité dans l'ensemble de tout ce qu'on a. Quand il parle de projet de recherche comparatif, c'est parce qu'il va se baser sur toutes les questions que je lui ai posées précédemment. Mais ça, c'est pas important. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la SEC américaine ici ne désigne qu'un nombre restreint d'agences comme Nationality Recognized Statistical Rating Organization, donc le fameux NRSRO. Donc, c'est un statut réglementaire quasi impossible à obtenir pour un nouvel entrant, ce qui confère ici à Moody's et à son seul véritable rival. On dit véritable rival, ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à avoir cette licence, mais on parle de véritable rival ici par rapport à l'envergure, l'ancienneté, l'historique. Donc, son véritable rival ici, c'est S&P Global. Donc, une notation de duopole protégée par la loi elle-même, pas seulement par des avantages commerciaux. À cela s'ajoute ici un actif de données historiques accumulé sur des décennies avec des identifiants cohérents et vérifiés qu'un concurrent ne pourrait reconstituer qu'à un coût prohibitif. Ensuite, vous avez l'effet de réseau. C'est le mécanisme le plus subtil, mais tout aussi fondamental dans la barrière réglementaire. Une notation Moody's n'a de valeur que parce que la quasi-totalité des investisseurs institutionnels, des régulateurs et des autres émetteurs du marché la reconnaissent et l'utilisent comme référence commune. Imaginez que Top Invest lance ici son agence de notation. Vous pensez réellement que je vais choper des clients? Personne ne me connaît. Je n'ai pas d'historique. Et tout ceci, c'est important parce qu'on parle quand même de crédit. On parle quand même de risque de défaut. On ne va pas accepter le premier kidam qui arrive ici parce que son produit, il pense que son produit est révolutionnaire. Il pourrait même l'être. Ça va être difficile pour toi de percer. Donc, c'est un effet de réseau au sens strict. C'est un effet de réseau au sens strict. Chaque
chaque acteur supplémentaire du marché qui s'appuie sur les notations Moody's renforce la valeur de cette notation pour tous les autres participants. Exactement le même mécanisme ici qui protège Visa ou Mastercard. Ça, c'est l'effet de réseau. La pollution à bas coût, c'est par rapport à la méthodologie de notation, etc. Ça également, c'est présent. Et vous allez remarquer une chose. La plupart des entreprises qui ont des wide modes ont plusieurs types d'avantages concurrentiels, ont plusieurs types de modes. Ça peut être le switching cost, effet de réseau et intangible. Ça peut être l'intangible, l'effet de réseau et la pollution à bas coût. Ça peut même être ici le coût de changement, l'actif intangible, l'effet de réseau, la pollution à bas coût et le contre-positionnement. Or, le contre-positionnement, je vous dis ici, c'est un mode qui est généralement temporaire. Quand on dit contre-positionnement, c'est quelqu'un qui fait quelque chose différemment de ceux qui étaient là bien avant. Je l'ai déjà expliqué avec Netflix. Donc, si on revient ici sur Moody's, on a un avantage concurrentiel, etc. Blablabla. OK. Il y a des risques, hein, comme vous pouvez le voir ici, mais on ne va pas en parler ici. Est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Et là, on lance l'analyse quantitative et on obtient quoi? Croissance des revenus. Vous pouvez également voir que ça peut être cyclique dans certains moments ici. Et marge brute, qu'est-ce qu'on a? Stabilité, premier niveau. Croissance, deuxième niveau. Ici, on a une stabilité. Sur les dernières années, ici, on a une croissance. Et maintenant, ce que je veux que vous fassiez, il suffit juste pas de regarder, la marge brute est de 74%, etc. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable à ces niveaux-là? OK? Ça peut être ponctuel parce que la demande est trop élevée. Ensuite, marge EBITDA. Après, n'allez pas vous faire des cheveux blancs par rapport à ça. Hein. Vous constatez juste, vous cherchez les réponses, c'est tout. Donc, marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on observe? La marge EBITDA est plutôt en croissance. Enfin, quand on dit plutôt, si on dézoome un tout petit peu, on se dira, oui, mais 2008, etc. Regardez. Ça date de quand? Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le GFC. Great Financial Crisis. Donc, la crise financière de 2008. Vous voyez que les marges EBITDA ont diminué. Bon, il y avait également la réputation, etc. Mais là, on a une augmentation sur les dernières années. Avant d'avoir une chute à partir de quelle période? Ça coïncide avec quoi? La pandémie. Et là, on revient un tout petit peu au niveau de ce qu'on a connu au plus haut. Donc, ça vous permet de voir ici qu'en période difficile, cette compagnie peut souffrir. Mais elle va souffrir de manière temporaire. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Demain, ne soyez pas étonnés de voir les marges, littéralement, enfin pas les marges s'effondrer, mais s'il n'y a pas de demande, la marge peut baisser. Et ce qui devrait vous intéresser, c'est est-ce que le monde peut se passer de cette compagnie? Au point où vous savez que bon, les marges de 40%, ça va remonter. On ne stresse pas. Parce que vous comprenez le business. On l'a déjà vu par le passé. Mais vous constatez qu'on n'a pas encore atteint les marges de 2005. Hein? Ça ne veut pas dire que la crise n'est pas encore arrivée ou bien il n'y a pas de crise à l'horizon ni quoi que ce soit. Mais faites attention. Et là, on parle de marge EBITDA. Et là, maintenant, quand on parle de marge EBITDA, est-ce que les marges nettes ont suivi la même tendance? Ouais, on a également eu ce genre de variation pendant la crise financière de 2008. Avant la crise financière de 2008, on avait des niveaux élevés. Mais quand on compare avec les free cash flow, on a plutôt quelque chose de très stable. Donc, en réalité, cette variation-là, ça n'affecte pas grandement ici les free cash flow. Hein. Donc, c'est un business qui a plutôt des marges très stables. Si on dézoome un tout petit peu, c'est 31% en moyenne. Sur les 20 dernières années, 31%. 10 dernières années, 31%. 5 dernières années, 31%. Oui, vous pouvez mettre virgule et poussière, peut-être 32%. Vous pouvez me prendre ici, vous pouvez arrondir après la virgule ici quand ça dépasse 5 et dire que c'est 32. C'est comme vous voulez, mais c'est aussi entre 31 et 32. On n'a pas vu ponctuellement certaines périodes, comme exceptionnellement pendant la pandémie, etc., on a touché les 20%. Mais c'était ponctuel. OK? Donc, maintenant, nombre d'actions. Vous savez, c'est des Américains, ils rachètent leurs actions, c'est tranquille. Ensuite, dette net to EBITDA, inférieur à 5. C'est ce que je recherche. Ici, on a 1,5. Les free cash flow sont de combien en termes de volume? On a des free cash flow de près de 3 milliards ici. Et on a une dette nette du point de vue volume de combien? De près de 6 milliards. On pourrait payer la dette nette ici en moins de 2 ans. À peu près la même chose que S&P Global. Donc, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise?
20 et 25. Je mettrais 20 ici pour un début, mais quand je dis elle pourrait mettre son 25 fois les bénéfices. Faites attention. On pourrait même calculer avec les deux. Globalement, ici, le marché payait une vingtaine de fois les bénéfices. À un moment donné, il s'est emballé. Il a commencé à voir le monde ici avec des lunettes roses. Il s'est mis à payer 40, 34 fois les bénéfices. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme je dis, chacun paye ce qu'il veut. Hein. Le plus important ici, c'est de payer le prix le plus bas possible. Moi, je veux le rendement le plus bas possible. Ce n'est pas une affaire de prix, c'est le rendement. Donc, quand je prends ici mon yield, ça peut être une manière pour vous de valoriser un business. Hein. Mon yield des free cash flow, je veux des free. Si je veux acheter uniquement des entreprises qui ont des yields de 6%, ça veut dire que cette compagnie m'aurait intéressé aux alentours de 2008. Elle m'aurait intéressé de 2008 à 2016. J'aurais continué à l'acheter. Ça, je parle bien des yields de 6% par là. Mais n'oubliez pas, ça n'inclut pas la croissance, parce que ça, c'est figé dans le temps. Si vous achetez une compagnie ici avec un yield de 6%, qui a une croissance moyenne des bénéfices de l'orgue ici de 10%, sur les 5 prochaines années, le fameux 6% devient 9%. Ne l'oubliez pas. Donc, on paye qu'à 3 à 4% en date d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire ici qu'il n'y aura pas une croissance moyenne de 10%. Et ça, on ne peut pas le voir en regardant juste les chiffres. Il faut maintenant plonger dans la stratégie, la taille du marché, les concurrents, d'où est-ce que ça va provenir. Donc, si je prends 20 fois les bénéfices, pour moi, la compagnie sera correctement évaluée. 424 moins la dette nette. 424 moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Dette nette de 35. 4, 2, 4 moins 35. Bon, on va dire correctement évalué. Voilà. À 20 fois les bénéfices, on se dira que c'est légèrement un peu haut. À 25 fois les bénéfices, on sera à des niveaux plus élevés que ça. OK? On sera peut-être à $500, moins la dette, on va tomber peut-être aux alentours ici des 465 par là. $500 moins 35, ça donne à peu près 400, ça fait 465. Donc, ça sera correctement évalué au niveau supérieur et légèrement surévalué, selon moi, hein, par rapport à ce que j'ai pris. Parce que la vie continue après 2028. Elle pourrait connaître une croissance plus élevée. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on parle de la taille du marché. Moi, par principe, je n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. C'est un beau business. OK? Mais ici, au prix actuel, si on me demande de choisir entre Moody's, S&P Global, vous connaissez, là, vous savez ce que je vais choisir. S&P Global, bien sûr. Donc, en target price, je mettrai ici aux alentours de 389. Je pense que c'est ça que je vais mettre à 20 fois les bénéfices. Je pourrais même mettre 465, mais voilà. Vous allez écouter la vidéo, vous allez vous faire votre avis. Celui-ci n'engage que moi. Donc, ça ne dérange pas plus que ça. 465, 300, c'est entre 389 et 465. Parce que la valeur est un range. C'est un intervalle. Ce n'est jamais un chiffre rond. Ce n'est jamais un chiffre exact. Et ça va dépendre de votre compréhension des risques. Parce que moi, je peux voir que les risques sont plus élevés et que je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. C'est mon prix. C'est celui à partir duquel je me sens à l'aise. Quitte à me rendre compte que je me suis trompé plus tard. Donc, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit que votre prix est le meilleur. Non. Chacun paye ce qu'il veut payer. Le plus important, c'est de payer quelque chose que tu comprends. Hein, avec des rendements qui peuvent te permettre d'avoir des rendements très élevés par rapport à ton coût d'acquisition. Pensez en termes de rendement sur coût d'acquisition. Donc, X, 20, BNF, 2,028. 2028. Parfait. Du point de vue dividende, etc., si vous disposez de la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez 3,33%. Actuellement, c'est 0,85. Ça va augmenter. Il y a encore une marge de manœuvre. En ce moment de ça, il rachète des actions, donc votre shareholder yield est bien plus élevé. Donc, personnellement, pour moi, même pour le... Voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez apprécier ce dividende-là. Donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le bootcamp. Rappelez-vous de la date de mardi prochain, c'est la première augmentation. Et elle sera violente, OK, pour ceux qui viendront après. Et pour les semaines à venir, on fera à peu près la même chose. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel. Il y a une page pour ça au niveau ici de la page principale du bootcamp. Et voilà, hein, uniquement réservé à ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Et pour les autres ici, je dis une chose, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, ce que je viens de faire ici n'engage que moi. C'est pas parce que j'ai dit que non, c'est entre 465 et 389 que j'ai forcément raison. Si toi, tu penses que c'est 1000
et que tu es à l'aise avec ton raisonnement sur le 1000, tu dors très bien la nuit, tu ne sourcilles même pas, tu baves même. Tant mieux, c'est le plus important. OK? Je ne suis pas là pour te convaincre, uniquement pour susciter du questionnement. C'est tout. J'ai peut-être dit quelque chose ici là qui va te pousser à aller regarder. Ce n'est pas trop le target price qui nous intéresse. C'est d'abord la beauté du business, avant tout. La compréhension du business, de l'avantage concurrentiel, possibilité d'augmentation des marges, le management, les concurrents, les fournisseurs. Encore une fois, une vidéo qui était censée faire moins de 10 minutes, je me retrouve en quête de raconter ma vie. Mais c'est la passion, les amis. Malheureusement, je suis comme ça.